Ever heard of Alice Guy Blaché? I'm a filmmaker. I've never even heard of that. I'd heard of her no, I'd never heard of her. I'm floored that we don't know about it. Son nom a été rayé de l'histoire du cinéma. Les frères Lumière, Georges Méliès, quand on parle de l'histoire du cinéma, ces noms reviennent systématiquement, et pourtant il y en a un qu'on n'arrête pas d'oublier, Alice Guy. Scénariste, productrice, c'est aussi la toute première femme réalisatrice de l'histoire du cinéma. Selon les archives du CNC et les travaux universitaires internationaux, Alice Guy est la première personne à avoir réalisé un film de fiction narratif de l'histoire du cinéma. Pourtant, elle fait partie des figures féminines du cinéma bien souvent oubliées. Il est temps de mettre en lumière cette femme qui a marqué l'histoire cinématographique. It's such an important figure in the birth of cinema, not be known. Alice Guy est née le 1er juillet 1873 à Saint-Mandé en France. Pour le contexte déjà, Alice c'est la fille d'un éditeur-libraire qui est complètement ruiné. En 1894, elle rejoint le comptoir général de la photographie où elle y travaille comme secrétaire pour un homme que vous devez bien connaître, Léon Gaumont. Il rachète la société et il se tourne vers la cinématographie. À cette époque, le cinéma il est plus vu comme une curiosité technique plutôt que comme un art narratif. Le 25 mars 1895, Alice assiste à la présentation du cinématographe des Frères Lumière à la Société d'encouragement des industries techniques à Saint-Germain-des-Prés. La lumière s'est éteinte et nous avons vu apparaître sur l'écran des choses qui sont devenues classiques, c'est-à-dire l'arroseur arrosé, les sorties de leurs usines ateliers, lumière, oui. Une partie de cartes, je ne me souviens pas exactement quoi. Enfin, c'était la naissance du cinéma. Les spectateurs y réagissent plutôt bien à cette projection et là, Alice, elle sent le filon. Elle sent qu'elle peut en faire quelque chose. Elle entrevoit la possibilité d'utiliser les appareils de prise de vue cinématographique pour imaginer des histoires qu'on pourrait raconter en cinéma. Good idea, Alice. Good idea. Donc Gaumont, lui, se lance aussitôt dans la fabrication de matériel et dans la production. Good idea, Gaumont. Good idea. Au fur et à mesure, Alice Guy maîtrise des appareils photographiques et de l'optique et se découvre une vraie passion pour la photographie animée. Elle propose à Léon de s'extraire des simples vues animées, qui sont principalement documentaires, pour se tourner vers des petites histoires scénarisées dans l'esprit de l'arroseur arrosé réalisé par Louis Lumière. Fille d'un éditeur, j'avais beaucoup lu, pas mal retenu. J'avais fait un peu de théâtre d'amateur et je pensais qu'on pouvait faire mieux. M'armant de courage, je proposais timidement à Gaumont d'écrire une ou deux scénettes et de les faire jouer par des amis. Si on avait prévu le développement que prendrait l'affaire, je n'aurais jamais obtenu ce consentement. Ma jeunesse, mon inexpérience, mon sexe, tout conspirait contre moi. Léon Gaumont l'autorise à tenter un petit essai à une seule condition, que ça se fasse en dehors de ses heures de travail. Alors j'arrivais à 8h du matin chez Gaumont, je dépouillais le courrier, je le distribuais, etc. Et puis je m'en allais à côté des travaux photographiques. Il y avait un terrain absolument nu, n'est-ce pas, avec une petite terrasse bitumée. Et c'est là-dessus que nous avons commencé avec mon opérateur, mon caméraman. Et quand on critique les premiers films, ça me fait toujours mal au cœur parce que si les gens avaient vu dans quelles conditions nous le faisions. À 23 ans, Alice elle tourne à Belleville sur une terrasse désaffectée, un fait exceptionnel pour l'époque dans un métier qui était surtout réservé aux hommes. Un drap peint par un peintre éventailliste et fantaisiste du voisinage, un vague décor, des rangs de choux découpés par des menuisiers, des costumes loués ici et là autour de la porte Saint-Martin, comme artistes, mes camarades, un bébé braillard et une mère inquiète bondissant à chaque instant dans le champ de l'objectif, et mon premier film, La Fée aux choux, vit le jour. La Fée aux choux est le tout premier film de la longue filmographie de la première réalisatrice de fiction du monde. Et ce film rencontre un succès fulgurant auprès du public populaire qui s'entasse dans les baraques foraines pour voir cette nouvelle invention. Le film est aujourd'hui considéré par les historiens comme étant le tout premier film de fiction narrative de l'histoire. Entre 1896 et 1907, Alice réalise ou supervise des centaines et des centaines de films chez Gaumont. Elle expérimente le montage, la narration, la mise en scène, même les effets spéciaux et aborde des thèmes sociaux et féministes,
bien avant l'heure. On peut dire qu'elle a quand même bien fait ses preuves. Léon Gaumont décide de lui confier la direction d'un service spécialisé dans les prises de vue animées de fiction. Elle est ainsi nommée directrice du service des théâtres de prise de vue. Elle a pour mission de lire les scénarios, convoquer les artistes, les figurants, superviser les ateliers des peintres décorateurs et des menuisiers, embaucher des assistants, tourner elle-même les premières bobines et choisir ses collaborateurs. Durant ce temps, Alice règne littéralement sur la production de Gaumont, que ce soit en tant que réalisatrice, mais aussi scénariste, directrice artistique et chef régisseur. Une femme vraiment multicasquette. Elle réalise plus de 400 films, dont Naissance ou Vie et mort du Christ en 25 tableaux. Ce dernier film était très ambitieux dans sa mise en scène parce qu'il a compris une centaine de figurants, des décors et des costumes d'une très bonne qualité. Le long métrage se caractérise aussi par sa durée de 35 minutes, soit 660 mètres de pellicule, qui était inhabituel pour l'époque. Malgré cette période très fructueuse, ils ont quand même rencontré des difficultés au niveau technique avec des moyens très précaires. Les appareils du début, avec leurs magasins extérieurs mal ajustés, les modes d'entraînement du film pas encore au point, les trépieds qui étaient ceux employés pour la photographie ordinaire et qui s'enfonçaient dans la terre meuble de notre jardin, ne lui assuraient pas une très grande stabilité. Nous ne disposons que d'un objectif. La traction de la bande se faisait grâce à une manivelle extérieure fonctionnant à la main. Les cadres garnis de velours retenaient des poussières qui rayaient l'émulsion. Mais Alice reste quand même à l'affût des nouvelles technologies. Elle participe aux premiers essais de ce qui deviendra plus tard le cinéma parlant et supervise une centaine de phonocènes avec le chronophone de Léon Gaumont mis au point par Georges Demeny. Pour essayer d'expliquer, c'est un procédé qui est obtenu par un synchronisme entre deux appareils, cinéma et photographe, qui permet d'enregistrer des airs d'opéra célèbres tels que Carmen de Georges Bizet ou Faust de Charles Gounod, mais aussi des chansons populaires de l'époque. Son inventivité incite la réalisatrice à tourner à cette même époque une phonocène considérée aujourd'hui comme un élément majeur de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, il est difficile de se faire une idée des œuvres de Alice Guy en dehors des titres recueillis dans les catalogues, parce qu'il n'existe quasiment plus aucune copie de ces films. Mais il était reconnu que l'objectif était avant tout de réaliser des films pour distraire le public. Elle puise dans son imagination, observe et crée des histoires drôles ou dramatiques et porte un soin très particulier à la mise en scène. Dès 1905, elle entreprend la réalisation de la Esmeralda, une sorte de super production inspirée du roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Elle expérimente divers trucages et parvient bientôt à obtenir l'effet recherché en masquant certaines parties de l'image, en utilisant la double exposition ou encore en faisant défiler la pellicule en arrière. La cinéaste s'essaye également au film engagé avec Résultats du féministe, qui caricature les rôles alloués au genre. Tourné en 1906, le film dessine un schéma domestique dans lequel les hommes sont à la cuisine ou s'affairent à changer les couches tandis que les femmes bavassent, fument ou houspillent la jante masculine, mais à la fin du film, les hommes se rebellent et retrouvent leur masculinité. Selon certains, cette fin aurait été exigée par Léon Gaumont. Alice Guy découvre de plus en plus l'art des images et se familiarise avec l'accélération, le ralentissement, la surimpression, mais aussi le fondu enchaîné, finalement tous ces procédés qui font partie aujourd'hui de l'écriture filmique. Elle fait un inventaire de toutes les possibilités du cinématographe pour donner à ses récits plus de relief, plus de mouvement et procurer plus d'émotion aux spectateurs. Alice épouse le caméraman Herbert Blaché en 1907 et le suit aux États-Unis. Il est chargé de commercialiser le chronophone de Léon Gaumont. Alice, de son côté, entame une carrière de productrice indépendante à New York et fonde en 1910 la Solax Company. C'est une société cinématographique qu'elle préside jusqu'en 1913. Elle y dirige entre 40 et 50 films et supervise la production de près de 300 autres. Elle fait débuter des acteurs américains qui deviendront célèbres plus tard, comme Bessie Love, Wallace Reed ou encore Alan Nazimova. Grâce à ses connaissances techniques et la qualité de ses films, elle se fait rapidement remarquer et fait construire un studio bien équipé et fonde sa compagnie d'acteurs Solax Stock. Elle met en scène ce qui se vend alors le mieux à cette époque auprès du public américain, le western et les films militaires et d'aventure. Jusqu'en 1920, elle réalise plus de 70 films, dont A Fool and His Money sorti en 1912.
C'est le premier film joué uniquement par des acteurs afro-américains. Cette femme, c'est une vraie machine, elle ne s'arrête jamais. Jusqu'en août 1917, Alice Guy domine le cinéma mondial et crée des vocations chez Louis Weber ou Buster Keaton, mais plusieurs mauvais événements ont bientôt raison de son succès. Entre investissements désastreux et infidélité de son mari, la maladie et son divorce, ou encore la restructuration du secteur qui quitte New York pour la côte ouest et Hollywood, tout ça marque l'arrêt de mort de la Solax, saisie par le fisc en 1920. Ouais. Comme quoi, tout peut s'écrouler en un instant. 2 ans plus tard, le studio il est détruit, mais Alice, elle a pas dit son dernier mot, elle compte pas abandonner. Elle décide de tenter sa chance à Hollywood en louant ses services à d'autres personnes et tourne son dernier film, Une âme à la dérive, qui est un vrai échec. Mais alors, avec l'impact qu'elle a eu, comment ça se fait qu'Alice Guy Blaché a été oubliée? On va essayer de répondre à cette question. Donc après ça, elle rentre en France, mais le cinéma, lui, il se passe bien d'elle. Elle survit en écrivant des contes pour enfants ou en faisant des traductions, mais elle ne retrouvera jamais sa place dans le cinéma, même si elle a contribué quand même à son invention. Et de tous les nombreux films qu'elle a réalisés, il n'en reste plus qu'une centaine, et certains ont même été attribués à d'autres. La cinéaste explique son effacement de l'histoire du cinéma en raison du fait d'avoir été une femme dans un milieu masculin. Les frères Lumière, Georges Méliès ou encore son scénariste Louis Feuillade ont connu une prospérité plus grande qu'elle, alors que leur carrière était bien plus brève. Oh, ils m'ont fait des crasses. Vous avez encore des films que vous avez tournés? Vous en possédez encore? Malheureusement, on n'en retrouve pas. On n'en retrouve pas? Non, mais moi je les retrouverai. Est-ce un échec? Est-ce une réussite? Je ne sais pas. J'ai vécu 28 ans de vie intensément intéressante. Si mes souvenirs me donnent parfois un peu de mélancolie, je me souviens des paroles de Roosevelt. Il est dur d'échouer, il est pire de n'avoir jamais essayé. En 1954, le fils de Léon Gaumont, Louis, lui rend un premier hommage officiel. Alice reçoit la Légion d'honneur 1 an plus tard et Henri Langlois lui consacre une rétrospective à la Cinémathèque en 1957. Les historiens montrent que beaucoup de ces films ont été attribués à tort à des hommes, et d'autres ont même été effacés des catalogues officiels. C'est aujourd'hui documenté et reconnu par les institutions culturelles. Selon l'historienne d'Alice Guy, Alison McMahon, l'invisibilisation sexiste n'est pas forcément la première explication donnée à cette phase initiale d'oubli. Elle constate avant tout que les documents attribuant la réalisation des films Gaumont antérieurs à 1905 sont rares, et que les premiers films ne comportaient pas de générique, qu'en 1912, il n'existait pas de procédure de copyright pour les scénarios de films et qu'au moment de sa mort, presque aucun de ces films n'existait encore. Donc la disparition totale de presque tous ces films durant la majeure partie du XXe siècle ont été un vrai obstacle à sa reconnaissance, à l'étude de la cinéaste, mais aussi aux rétrospectives qu'on peut faire sur elle. Dans son essai sur l'historiographie d'Alice Guy, Amélie Asti avance que la perte de la place de Guy Blaché dans l'histoire est en grande partie due à la perte de ses films. Sa contribution a été oubliée parce que la plupart des films qu'elle a réalisés n'ont pas été conservés ou archivés de manière centralisée au moment de leur production. Il existe cependant 2 contradictions par rapport à cet argument de l'absence de ces films ou de traces écrites. Et à commencer par la carrière américaine d'Alice. Selon Alan Williams, en France, presque personne en dehors de l'industrie ne la connaissait, mais aux États-Unis, elle était, à sa modeste manière, une sorte de célébrité. Ses activités étaient couvertes non seulement par la presse professionnelle, mais aussi par des journaux généralistes de temps à autre. Il peut donc sembler étrange qu'après la fin de sa carrière de cinéaste, on ne se souvienne pas d'elle dans les livres d'histoire du cinéma américain. À propos de cet oubli américain suspect, Victor Bachy prend l'exemple d'un ouvrage publié en 1920, The First 100 Noted Men and Women of the Screen. Dans le livre, Alice Guy est écartée, mais son mari Herbert Blaché est bien reconnu, alors qu'à cette époque, Alice était encore physiquement présente sur la scène cinématographique américaine. Alan Williams, lui, considère que cet oubli n'est pas si étonnant que ça. L'histoire étant généralement écrite du point de vue des vainqueurs, à savoir ici ceux des multiples bouleversements ayant marqué le cinéma des années 1910, elle était française, et c'est le cinéma américain qui allait remplacer les films français en tant que puissance mondiale dominante.
Elle était à la tête d'un studio indépendant et ce sont les sociétés verticalement intégrées qui allaient dévorer leur petite sœur. Elle était sur la côte Est et c'est la côte Ouest qui allait emporter la guerre économico-culturelle au sein du cinéma américain. Et c'était une femme. La deuxième objection face à cet argument de l'absence de traces écrites, c'est que d'autres cinéastes contemporains d'Alice Guy, eux, ils ont conservé leur notoriété. Dans l'émission de radio de 1975 consacrée à Alice Guy, l'historien Francis Lacassin y répond en avançant que ce n'est pas une conspiration contre Alice Guy, mais contre tous les premiers pionniers parce qu'ils ont travaillé trop tôt et se sont retirés trop tôt à une époque où il n'y avait pas d'archives et on publiait pas les noms des metteurs en scène. Si Alice Guy avait débuté 10 ans après, on se souviendrait beaucoup plus d'elle. Alice Guy s'est éteinte le 24 mars 1968 dans le New Jersey à l'âge de 94 ans. Alice Guy, c'est pas juste la première femme réalisatrice, c'est aussi l'une des fondatrices du langage cinématographique. Sans elle, c'est pas sûr que le cinéma qu'on connaît aujourd'hui ou même le cinéma d'avant serait ce qu'il est. Si son nom il a été oublié, c'est pas parce qu'elle n'était pas importante, mais c'est parce que pendant beaucoup trop longtemps, l'histoire du cinéma a été écrite sans incorporer les femmes. Mais pour perpétuer sa mémoire, des documentaires ou même des bouquins ont été écrits et réalisés. C'est le cas par exemple du documentaire de Marquise Lepage intitulé Le Jardin oublié, la vie et l'œuvre d'Alice Guy Blaché, sorti en 1995. Le film reconstitue l'univers de la cinéaste grâce à des entrevues réalisées par les télévisions européennes autour des années 1960, des extraits de ses films, des archives familiales, des témoignages de personnes qui l'ont connue, d'universitaires ou encore d'historiens du cinéma. Il y a aussi Be Natural, l'histoire cachée d'Alice Guy Blaché, un documentaire raconté par Jodie Foster qui explore les sommets de la gloire et du succès financier qu'elle a atteint avant d'être exclue de l'industrie qu'elle a contribué à créer. Il y a aussi bien sûr le récit autobiographique d'Alice Guy, La Fée Cinéma. Peut-être maintenant que vous regarderez un film ou que vous rentrerez dans une salle de cinéma, vous penserez à Alice Guy qui a permis que tout ça soit possible. Si vous êtes d'ailleurs un peu plus curieux, j'ai mis en description toutes les sources que j'ai utilisées pour cette vidéo, y compris la liste complète ou alors presque complète de films qu'elle a réalisés au cours de sa vie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré la faire malgré que je revienne d'une maladie, que j'ai encore une toux bien persistante. J'espère que ça s'est pas trop entendu. Si vous aimez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo, commenter. Et moi je vous dis à la prochaine pour vous raconter de nouvelles histoires.